Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Le triste record du chômage en France avec 3 224 000 sans emploi, du jamais vu depuis 16 ans. Comment sortir de cette spirale infernale? Ce sera le débat du 19 h avec nos invités Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances, Frédéric Espagnac pour le Parti Socialiste, avec nous également tout à l'heure un économiste et le responsable d'une association de chômeurs. François Hollande inscrit son voyage officiel en Chine dans la bataille pour l'emploi en France, cause nationale, dit-il. Une série d'accords économiques a été signée. Créer en France de puissantes métropoles, c'est le cœur de l'acte 3 de la décentralisation. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a mesuré aujourd'hui à Bordeaux les résistances des élus, y compris socialistes, attachés aux autres échelons administratifs. Un nombre jamais atteint en France. Le chiffre du mois de mars hisse en effet le nombre record du nombre d'inscrits à Pôle emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même si le taux de chômage reste légèrement inférieur encore à celui de 1997. Aurélien Romano. Comme le craignait le gouvernement, le record du nombre de chômeurs a été battu. Avec 3 224 000 chômeurs en mars, la France a dépassé son précédent plus haut de janvier 1997, à l'époque, 3 195 000 chômeurs inscrits. Maigre consolation, en pourcentage, le record de 1997 n'est pas encore atteint. 10,2% aujourd'hui contre 10,8% à l'époque, et ce du fait de l'augmentation de la population active. Ce chiffre concerne la France métropolitaine. Mais il pourrait lui aussi être dépassé dans les mois à venir. En effet, selon le Fonds monétaire international, le pic devrait intervenir en 2014 avec 11,6% de la population active au chômage, en incluant l'outre-mer. D'après le FMI, la courbe ne devrait pas fléchir à la fin de cette année, comme s'y est engagé François Hollande. Le 23e mois de hausse consécutive marque aussi un autre pic symbolique, celui du nombre d'inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues. 5 millions de personnes figurent dans les fichiers de l'agence. Parmi eux, les plus touchés restent les plus de 50 ans et les moins de 25 ans. Les régions Franche-Comté et Champagne-Ardenne subissent-elles la plus forte hausse? Et le ministère du Travail dit à l'instant que tous les leviers sont en place désormais pour donc tenter d'inverser cette courbe. En voyage officiel en Chine, François Hollande évoque la cause nationale de l'emploi, signature de contrat et puis meilleur accueil en France des entreprises chinoises. La France, très en retard, notamment sur l'Allemagne, tente de mieux profiter de l'insolente croissance chinoise. Paul Bouffard. Réchauffer les relations économiques franco-chinoises, c'est l'objectif des 37 heures de François Hollande en Chine. Il s'agit de rééquilibrer les échanges commerciaux, car selon le président français, le secteur accuse un déficit record de 26 milliards d'euros. Derrière les deux présidents et la garde d'honneur, la délégation française, 8 ministres et des chefs d'entreprise venus signer des intentions d'achat. Notamment la traditionnelle vente d'Airbus, 60 appareils destinés aux compagnies aériennes chinoises. Ou encore le projet de construction en Chine d'un centre de retraitement des déchets nucléaires civils, similaire à celui de La Hague. Autre contrat au menu des discussions, l'ouverture du marché chinois à la charcuterie française. Loin d'être anecdotique pour la filière française, au vu des 1,3 milliard de consommateurs chinois, tous très friands de porc. Une visite éclair qui n'empêche pas le président Xi Jinping de souffler à l'oreille de François Hollande un vieux proverbe français, « Vieille amitié ne craint pas la rouille ». Et François Hollande, lors de sa conférence de presse tout à l'heure, a affirmé que la question des droits de l'homme et du Tibet avait été abordée avec les dirigeants chinois. Les ONG ne sont pas convaincus, à l'instar du sénateur écologiste André Gattolin. Aujourd'hui, on demande, et c'est les nouvelles orientations du ministre des Affaires étrangères, c'est de s'orienter vers une diplomatie économique. Oui, bien sûr, mais pour autant, je crois qu'il ne faut pas que l'on abandonne la question des droits de l'homme. Le fonctionnement aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères fait que le Quai d'Orsay fonctionne sur une espèce de doxa, ne faisons pas de vagues. Et je crois que c'est une erreur à l'égard des Chinois. Une étape importante aujourd'hui pour le Mali est le retrait des forces françaises. Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé la création d'une force de maintien de la paix de quelques 12 600 casques bleus. Son déploiement commencera dès le 1er juillet. Paris salue un succès qui confirme, dit-on, au Quai d'Orsay son engagement international.
L'égalité salariale entre les hommes et les femmes est loin d'être atteinte en France, mais une loi permet désormais de sanctionner les entreprises qui restent sourdes aux avertissements. Et les 2 premières pénalités, de plusieurs milliers d'euros à chaque fois, ont frappé 2 sociétés en Île-de-France et en Aquitaine. Fabrice Cunet s'est rendu aujourd'hui dans une banque à Paris qui fait figure de bon élève. Comment atteindre l'égalité homme-femme au travail? En 2004, ce groupe bancaire a engagé une politique volontariste de lutte contre les discriminations. Une première en France. Il a fallu changer ses modes de recrutement ou encore rattraper les salaires. Aujourd'hui, 46% des cadres ici sont des femmes, rémunérées comme les hommes. Elisabeth Caraco s'occupe de cette question de la diversité. Pour elle, la loi et les sanctions peuvent inciter, mais il faut surtout faire changer les mentalités. Forcément, une sanction est toujours dissuasive, mais si on veut installer la diversité et l'égalité dans du long terme, il ne faut pas qu'il n'y ait que des sanctions. La sanction est dissuasive, mais elle ne permet pas de changer les mentalités et de lutter contre les stéréotypes. Fort de son expérience, le groupe a signé une convention avec le ministère des Droits des Femmes en avril dernier. L'objectif, poursuivre ses efforts, mais surtout accompagner les PME dans la même démarche. L'idée est de leur donner les outils concrets et d'en démontrer l'intérêt. Ça va être bénéfique à la fois en termes d'abord de justice entre guillemets par rapport à une société et puis aussi en termes de performance parce qu'on voit très souvent que les entreprises qui ont un équilibre homme-femme ont en termes de performance des résultats tout à fait intéressants. Bon, après de la conviction à la réalité, il y a un chemin et ce chemin il faut que nous l'accompagnions. Un chemin encore long. En France, 2 entreprises sur 3 ne respectent toujours pas leurs obligations en matière d'égalité homme-femme. Un nouvel assassinat en Corse. Le président du parc naturel régional, l'élu de terrain Jean-Luc Chiappini, 65 ans, a été tué aujourd'hui par balle par des hommes à moto à côté d'Ajaccio. C'est le 10e homicide depuis le début de l'année en Corse. Manuel Valls a renouvelé tout à l'heure son appel à la population de l'île pour qu'elle aide la police contre, a-t-il dit, les réseaux criminels et mafieux. Nos invités, donc, dans ce journal, Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances, merci d'être là, bonsoir. Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et porte-parole depuis quelques semaines maintenant du PS. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Antoine Dautume, professeur d'économie à Paris 1, également à l'École d'économie de Paris, et Gilles Delabarre, président de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être là. Le chiffre est donc tombé. Jamais nous n'avons autant compté de chômeurs en France. Est-ce qu'on pourra, selon vous, et dans quel délai, enrayer cette spirale infernale, selon vous, Madame Espagnac? Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire Madame Soleil. La réalité aujourd'hui, c'est l'urgence en tout cas. Le ministère l'a dit par la voix de M. Sapin, les outils ont été mis en place. Maintenant, il faut, je crois, redonner confiance aux Français. Et je crois que l'objectif que le président de la République s'était donné d'ici la fin de l'année, même si on peut considérer que le FMI, vous l'avez dit tout à l'heure, le contestait, je pense que ça doit rester notre objectif, faire en sorte très vite. D'ici la fin de l'année? Oui, moi pour ma part, je pense à la fin de l'année. À la fin de l'année, tout à fait. Nous avons comme objectif, et en tout cas, notre ambition, c'est redonner la confiance à la fois aux Français et aux entreprises françaises. L'entreprise n'est pas facile, en l'occurrence. Même question, Philippe Marini. Je crois que ce qui est en cause, ce sont d'abord les structures économiques de notre pays. Car nous savons bien que le chômage dans ce pays fluctue dans une bande qui est comprise entre, mettons, 7% et 11,5%. 7% chez nous, c'est le plein emploi. Lorsque la conjoncture est au mieux, c'est 7%. Aujourd'hui, on est à 10,1, 10,2. La fourchette haute, donc. Et on s'approche du terme haut de la fourchette. Donc, il me semble, sans vouloir plagier le président François Mitterrand, qui avait dit un jour, on a tout essayé contre le chômage. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Sans vouloir le plagier, et il faudrait peut-être un jour changer de système de raisonnement dans la mesure où toutes les politiques qui ont été appliquées au cours des 30 dernières années n'ont eu finalement qu'une très faible influence sur la courbe du chômage. Enfin, vous ne dites pas on a tout essayé. Le jour où l'UMP propose 32 mesures pour lutter contre le chômage. Ce que je vous dis, que c'est si nous restons dans le système de coordonnées tel que notre monde politique l'a géré depuis 30 ans, eh bien oui, nous commenterons les fluctuations de la courbe entre 7% et 11%. Voilà. Et je pense que pour notre pays, il faut autre chose. Et cela passe non pas par une boîte à outils, avec des instruments sans doute estimables pris un par un,
mais par une autre conception de notre économie. Alors, sur la boîte à outils, justement, Antoine Dautume, est-ce que vous pensez, le ministère du Travail disait ce matin, enfin tout à l'heure, après l'application des chiffres, que tous les outils étaient là, est-ce que vous pensez que c'est une réponse crédible ? Je pense que d'une certaine façon, les idées maîtresses sont sur la table depuis longtemps, hein, pour accompagner les chômeurs et les aider réellement à retrouver un emploi, pour revoir la formation. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, qui n'ont pas été des succès parce qu'elles ne sont pas prises suffisamment fermement, hein, parce qu'elles ne sont pas assez évaluées. Bon, plus largement, on est obligé d'avoir un peu l'impression que la société française se satisfait d'avoir toujours plus de 7 ou 8%. Ça paraît scandaleux de dire ça. Elle s'en satisfait à condition que ça soit suffisamment indemnisé. Donc on va se battre pour que les gens soient indemnisés. On n'arrive évidemment pas à indemniser correctement tout le monde. Je veux dire qu'il y a une espèce de consensus. Je veux dire qu'il y a une espèce de consensus à la fois du côté des travailleurs, enfin de leurs organisations et du patronat pour dire bon bah écoutez, la France, on vit comme ça, on est plus stable, on n'entend que des discours sur la nécessaire réindustrialisation du pays, sur les réformes. J'ai plutôt le sentiment qu'on n'est pas dans cette ère du temps, même si je peux entendre ce qui est dit. Enfin là aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on peut se satisfaire. En tout cas, quand je vois les chiffres qui sont donnés à la fois pour les jeunes de ce pays, pour à la fois les seniors aujourd'hui qui sont en fin de carrière professionnelle, voilà, on ne peut pas s'en satisfaire. Je ne m'en satisfais pas du tout et je pense que ça c'est grave de donner un peu cette impression. Quelle réponse vous attendez comme économiste et quelle est, selon vous, celle qui serait le plus efficace de mettre en œuvre? Bien sûr. Alors, d'un mot. D'un mot. Bon, le premier facteur, c'est l'activité économique, ça c'est sûr. Simplement, il faut la soutenir, mais la soutenir d'une manière soutenable et pas et là-dessus, on se trompe souvent, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre trop de politique, de création d'emplois publics, de déficit budgétaire. On n'est pas là. Bon, non, donc il faut. Est-ce que les politiques peuvent jouer un rôle? Alors attendez, est-ce que les politiques peuvent encore jouer un rôle? Oui, mais je pense que les politiques, d'abord, devraient avoir une vue un peu plus longue et du coup sans doute un peu plus sereine des problèmes. Comme il a été dit, ça fait longtemps qu'on est dans les mêmes problèmes. Oui. Bon, et donc essayer de dépasser les blocages politiques qui sont au niveau des politiques, mais au niveau de la société beaucoup plus profondément. Il y a énormément de choses où on ne veut pas évoluer parce qu'on a peur. Concrètement, pour être clair, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire voler en éclats, si je comprends bien? Je pense qu'il y a des idées qui sont là depuis longtemps, qui sont le fait qu'il faut défendre les travailleurs plutôt que les jobs, qu'il faut accompagner, sécuriser les parcours professionnels. Tout ça, c'est des bonnes idées. On a fait des choses, on ne les fait qu'à moitié. La formation est essentielle. Bon, quelles sont les formations qu'on propose à Pôle emploi? C'est un petit peu n'importe quoi. Quelle est la formation initiale? Elle est souvent loin de ce qu'il faudrait et loin de l'entreprise, je dois dire, ça on le dit, on dit beaucoup de choses depuis longtemps. Il doit y avoir un accord général pour faire... Votre réaction quand vous entendez ce discours? Nous, on n'est pas sur des discours politiques, on est des associatifs, donc on est sur le terrain, on est accompagné des demandeurs d'emploi. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus parler de demandeurs d'emploi qui est assez injurieux et stigmatisant pour les personnes qui sont au chômage. Je préférais qu'on parle de chercheurs d'emploi parce que je pense que c'est une sémantique qui est assez importante. Mais je revenais sur ce que disait monsieur le professeur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui ne marchent pas bien. Je prends l'exemple de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Nous, il se trouve que nous avons des demandes qui nous sont passées par notre réseau pour qu'on abonde pour quelques milliers d'euros par nos propres ressources, qui sont des ressources privées, parce que nous ne faisons pas appel à l'argent public, pour financer une formation qui coûte 800 euros, qui coûte 1500 euros. Donc ça veut dire quelque part que ça, c'est la réalité d'un dispositif qui ne marche pas. Et il y a d'autres dispositifs à Pôle emploi qui marchent et qui sont très intelligents. Je pense par exemple comme l'allocation individuelle à la formation, qui sort des cadres généraux des formations sur étagère, et je trouve qu'on devrait beaucoup capitaliser là-dessus. Troisième élément, on a mis en place un système très intelligent qui s'appelle le contrat de sécurisation professionnelle, qui est par contre limité dans son éligibilité en termes de personnes, puisque c'est des personnes qui ont été licenciées économiques. Et bien ce système-là, aujourd'hui, la dernière étude de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales, démontre que ça marche et que ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'on a un accompagnement renforcé. Et je pense que les politiques
Et l'ensemble des systèmes et des institutions devraient se nourrir de l'expérience que nous avons, nous, de l'accompagnement. À gauche comme à droite, des grands discours sur la formation nécessaire et même obligatoire des chômeurs. Frédéric Espagnac. Oui, mais je crois que ce qui, aujourd'hui, au-delà des clivages politiques qu'on peut avoir les uns et les autres, la réalité, l'important, c'est ce que monsieur est en train de dire. C'est partons des exemples aujourd'hui qui marchent. Voilà, la question n'est pas uniquement de faire de la politique politicienne. On n'est pas là pour faire des grands discours. Aujourd'hui, il faut obtenir des résultats. Donc les résultats, ça fait partie des propositions qui ont été posées. Parce qu'ils disent que même Philippe Marini, voilà, je ne suis pas dans le clivage. Au contraire, c'est de dire, voilà, il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus. Et puis, il y a la réalité. Enfin, on n'est pas là que pour des grands discours. On est là pour du résultat. Et je pense qu'on devrait, excusez-moi monsieur le sénateur, je pense qu'on devrait beaucoup travailler sur la notion d'accompagnement, parce que l'accompagnement dans le retour à l'emploi est un élément majeur. Nous, on le voit. On accompagne à travers la formation professionnelle. Mais on accompagne en binôme. Sauf qu'aujourd'hui, le dispositif national d'accompagnement, même si, avec la nouvelle convention UNEDIC et la nouvelle stratégie de Pôle emploi est très favorable, notamment pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, donc c'est la 3e catégorie, c'est très bien, sauf que le niveau de chômage aujourd'hui nécessite qu'on aille beaucoup plus loin et avec un plan beaucoup plus massif sur ces accompagnements, parce que c'est ça qui fait la différence pour des personnes qui, je le rappelle, lorsqu'elles vivent le chômage, sont en souffrance, parce que le chômage, on ne le dira jamais assez, c'est une violence. J'avais mis beaucoup d'espoir au cours de la législature précédente dans la fusion ACEDIC, ANPE, indemnisation, recherche d'emploi. Je suis très déçu des résultats. Je ne mets pas en cause la bonne volonté, le professionnalisme des agents, mais je pense qu'on ne rencontre pas suffisamment les demandeurs d'emploi, qu'on ne s'adapte pas de manière psychologique, individualisée à la réalité vécue par chacune et par chacun. Le temps entre 2 rendez-vous avec un conseiller est beaucoup trop long. Les possibilités des conseillers de prescription, de formation sont beaucoup trop complexes, etc. Et il y a lieu de faire un retour sur toutes ces expériences et d'en déduire des conséquences. Donc il y a encore des choses qui manquent dans la boîte à outils. Mais au-delà de la boîte à outils, je voudrais dire une chose, et peut-être lancer une idée un petit peu iconoclaste sur la table de ce débat. Quand je regarde la réalité outre-Rhin, il y a des entreprises qui font travailler des gens au-dessous du salaire minimum. Les personnes sont indemnisées par l'État pour atteindre le chômage minimum. Pour atteindre le salaire il n'y a pas de salaire minimum en enfin, pour atteindre un niveau garanti, pour atteindre un niveau d'indemnisation. Ouais. Je crois que c'est autour de ces stratégies d'activation qu'il faut travailler et qu'il faut assouplir nos mécanismes. Mais travailler vaut mieux que ne pas travailler. Et au demeurant, dans les emplois aidés, qu'est-ce qu'on offre? 20 heures par semaine. On offre aussi des petits travaux à très petit prix. Mais cela a son avantage parce que cela permet d'acquérir quelque chose qui est un élément d'expérience et qui permettra de se projeter sur autre chose. Mais à mon avis, changer de mode de raisonnement, je crois que cela nous serait nécessaire. Ça vous fait bondir, ça, comme perspective, Frédéric Espagnac? Franchement, oui. Même si je crois que toutes les autres idées sont importantes, justement, je crois qu'il faut qu'on les écoute, mais j'ai aussi envie de dire, le retour à l'emploi est décisif, mais le respect du travail et du salaire que ça génère à un moment donné, je crois qu'il faut aussi respecter le salarié. Ce que propose Philippe Marini, c'est de revenir sur le salaire minimum, d'une certaine manière, dans notre pays. Oui, mais pas sur le revenu minimum. Pas sur le revenu minimum. C'est d'abaisser les charges des entreprises. Mais nous avons en France, mais pas un dispositif comme ça de court terme qu'on peut faire monter ou descendre. Nous avons un filet là très important qui sont les subventions aux bas salaires et les allègements de charges qui ont une très grande justification à mon avis parce qu'elles visent directement les travailleurs les moins qualifiés qui ont effectivement dans un monde qui change, dans un monde qui s'ouvre, qui change techniquement, qui ont les plus grandes difficultés et ceci ça a un sens et ça existe. Mais ça ne répond pas à la demande mais ce que je crois que demandent aujourd'hui les demandeurs d'emploi, enfin les chercheurs d'emploi puisqu'on utilise maintenant ce terme, ils demandent moi, je voudrais qu'on arrête de les stigmatiser, premièrement, de manière un petit peu systématique. Et deuxièmement, je pense qu'il faut arrêter de dire, de leur offrir
des emplois qui ne sont pas des emplois de qualité. Alors, il y a le système des contrats aidés qui est une bonne chose et qui est soutenu. Et ce que l'on peut regretter, c'est la variabilité de ce soutien dans la durée, puisqu'effectivement, ce n'est pas toujours ajusté au modèle économique dans lequel on est. Ça, c'est une vraie question. Par contre, nous, on en voit l'effectivité. Pourquoi ? Parce que nous mettons en place ce qu'on appelle des contrats solidaires, c'est-à-dire que nous mettons à destination d'autres associations, des personnes qui sont accompagnées par nous, et nous subventionnons leur emploi au-delà du contrat aidé, de ce qui est pris en charge par le contrat aidé. Et ça marche. C'est-à-dire que nous avons un taux de retour à l'emploi grâce à ces contrats aidés, donc grâce à l'argent public, quelque part. Et donc ce financement-là. Alors que ça soit perfectible, que ça soit améliorable, bien évidemment. Par contre, ce qu'il y a, c'est que par rapport à la masse de personnes qui seraient susceptibles d'être éligibles à ces dispositifs, on est très loin du compte. Alors vous ne voulez pas que les chômeurs soient stigmatisés, mais on sent quand même dans les propositions de l'UMP, Philippe Marini, une volonté quand même de les mettre sous tension, hein, en imposant un certain nombre de conditions. On a parlé de la formation, mais pas seulement pour la poursuite des indemnisations. Par exemple, la recherche effective d'un emploi. Et c'est dans ce cadre-là qu'une enquête a été publiée hier, intéressante, parmi vos collègues de l'école d'économie, qui montre que l'allongement de la durée de cotisation freine finalement le retour à l'emploi. Vous pouvez nous en dire un mot, juste la grande ligne? J'ai pas eu beaucoup de temps de regarder cette étude. Tout ça, c'est des sujets sensibles. Hein. C'est vrai que la durée d'indemnisation, à la fois, est complètement... Enfin, il est nécessaire d'indemniser pendant un certain temps les gens, à tout point de vue, et pour leur donner le temps de trouver un emploi qui convienne, et pas de faire flèche de tout bois. Enfin, c'est nécessaire à tout point de vue. Il faut aussi avoir comme contrepartie que les gens puissent trouver un emploi, ce qui signifie à la fois qu'on les aide et qu'ils les acceptent. Hein. Donc il y a toujours eu cette question-là, et c'est vrai, ça a été c'est la philosophie quand même de ce dispositif, hein, et ça marche pas bien en partie. Hein. Moi je rappelle la déclaration des droits de l'homme, c'est que tout le monde a le devoir de travailler, mais la société, le pays a l'obligation de donner tous les moyens aux personnes de vivre économiquement dans les meilleures conditions possibles. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a bâti un système aujourd'hui de l'assurance chômage qui est paradoxal. Pourquoi ? Parce qu'il est relativement généreux, notamment pour les indemnisations sur des personnes qui sont en bas salaire ou les hauts salaires. D'accord ? Mais par contre, il est très inégalitaire puisqu'en fait, il n'indemnise que moins de 50% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc on a un système qui aujourd'hui est un petit peu à bout de souffle, d'autant que si on regarde le déficit cumulé qui va être atteint fin 2013, on va passer à peu près, sur la dernière rapport de la Cour des comptes, à peu près 18 milliards d'euros. Donc on a un système aujourd'hui où j'espère qu'on va pouvoir le remettre sur le tapis parce qu'il est un petit peu au bout de sa course. Et je pense qu'il faut sortir, on a écrit un papier là-dessus à Solidarité Nouvelle face au chômage par l'intermédiaire de Jean-Baptiste de Foucault, on a écrit un papier pour dire qu'il faut sortir d'une logique paramétrique où on ajuste les paramètres de l'indignation plus ou moins un mois ou des temps de cotisation de plus ou moins un mois pour arriver à une vraie réforme structurelle du régime d'assurance chômage. Pourquoi ? Parce qu'on ne pourra pas tenir dans le temps. Alors Jean-Louis Borloo a proposé il y a quelques instants la réunion du Parlement en congrès pour une session entièrement consacrée à l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Espagnac, Philippe Marini ? Congrès, il a une compétence constitutionnelle. Il n'est pas là pour faire des débats d'orientation, me semble-t-il. Oui, mais non, je partage. Mais quand on entend le chef de l'État aujourd'hui encore à Pékin dire que le chômage c'est la seule cause nationale et qu'il faut un rassemblement national. Oui, je crois qu'il a raison de le dire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus le choix. C'est pour ça que je veux dire, toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi, je veux dire quand il y a les bonnes idées, qu'elles viennent de l'UMP, du modèle. Certaines sont très libérales quand même. Attendez, dans leur fondement, celles qu'on a entendues. Je n'ai pas dit qu'elle était bonne, en l'occurrence celle que vous proposez, Philippe Marini. Vous êtes prêts à les entendre ? Non, ce que je dis, à un moment donné, dans la période dans laquelle on est, il faut prendre toutes les idées. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des moments en France. Enfin, j'ai envie de vous dire, on est en état de guerre. On est en état de guerre contre le chômage. Ouais. Bon, donc, et quand vous entendez Claude Barthelone dans une longue interview au Monde cet après-midi dire qu'il faut un nouveau temps dans le quinquennat, une accélération du tempo, que le ministre de l'Agriculture, proche de François Hollande, comme vous d'ailleurs, Frédéric Espagnac, Stéphane Le Foll, militait donc pour une deuxième phase plus offensive, il pense à l'emploi. Oui, mais bien sûr, je crois que c'est la priorité. Oui, donc au-delà de la boîte à outils, il faudra trouver autre chose. Non, mais on peut s'amuser avec les mots. La réalité aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met en place, comment on arrive à relancer les choses. On voit bien
Je veux dire, ce chiffre aujourd'hui, c'est un coup de massue, mais nous, ce n'est que des chiffres. Ce sont des Français qui le vivent au quotidien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en place? J'ai envie de dire oui, on est en état de guerre et donc oui, il faut passer à une deuxième phase, il faut être offensif. J'ai envie de dire, j'ai même envie de voir le président de la République prendre à bras le corps plus que jamais ce sujet. Peut-être faut-il rappeler que l'emploi, c'est d'abord l'emploi marchand. Oui. L'emploi qui modifiera la courbe, c'est l'emploi marchand. C'est pas l'emploi administratif. C'est pas les formules d'indemnisation et de contrats aidés. Et donc c'est l'envie d'embaucher, l'envie de faire travailler, qui est en cause dans notre société. D'où l'importance de redonner confiance à la société. Donc ça se passe du côté de celui qui peut embaucher aussi. Les entreprises. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Les grandes métropoles françaises choyées dans la réforme de la décentralisation. Il s'agit de permettre à Lyon, Lille, Paris, Strasbourg ou encore Marseille de peser face aux villes européennes de même taille. Le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, s'est rendu à Bordeaux aujourd'hui. Il a rencontré un maire enthousiaste, Alain Juppé, et puis un ami politique qui l'est moins, le président PS de la région Aquitaine. Les rivalités entre collectivités. Reportage de Cécile Sixou. La nouvelle strate du millefeuille prévue par l'acte 3 de décentralisation, le maire de Bordeaux s'en réjouit. Sa ville fera partie des futures métropoles et récupérera au passage des compétences. Je ne crois pas que la région puisse être la seule collectivité à s'intéresser au développement économique, par exemple. Il est évident que la communauté urbaine de Bordeaux, et même la ville de Bordeaux, doivent s'impliquer dans la recherche d'entreprises, dans une stratégie de promotion, non seulement au niveau national, mais international. Alain Rousset, président des régions de France, est lui amer à l'idée d'un nouveau venu. On avait sorti la France de cette compétition des territoires, cette concurrence des territoires sur le plan des entreprises. Là, on le retrouve, c'est pas bien. Pas bien non plus pour Philippe Mandrel, président du Conseil général de Gironde. Pour lui, si la métropole se développe, ce sera au détriment des zones rurales du département, de quoi créer un territoire qui avance à 2 vitesses. Et il ne faut pas détruire ce rôle de péréquateur, de fédérateur du département. Il faut que le département continue à avoir des moyens. Une métropole donc qui ne fera pas que des heureux. En venant à Bordeaux, Jean-Pierre Bel a voulu rassurer tous les élus. Nous croyons à la décentralisation. Nous croyons au territoire, nous croyons à la force des communes, des départements, des régions. Il faut donner vie à tout ça et il faut bien sûr simplifier parce que si décentralisation égale complexification, je crois que le citoyen ne s'y retrouvera pas. Le projet devra être voté avant les élections municipales de 2014. Il sera en discussion au Sénat à partir du 27 mai prochain. Et le Sénat multiplie actuellement les auditions sur les métropoles. Ainsi, Martine Aubry a été entendue mardi. Le premier débat de la primaire de l'UMP pour Paris aura lieu demain. La défection de Rachida Dati rend l'affiche un peu moins alléchante, mais Nathalie Kosciusko-Morizet ne sera pas seule. 4 autres candidats sont en lice pour décrocher l'investiture municipale. Le débat diffusé par Public Sénat samedi et dimanche et animé notamment par Michael Zamès permettra de mesurer l'intérêt que suscite ce processus. L'UMP espère la participation finale de 50 000 Parisiens. Faustine Saint-Geniès révèle un sondage sur les attentes des Parisiens. L'UMP a tranché. Elle organisera bien une primaire pour les municipales à Paris. Pourtant, le doute a plané pendant près de 2 jours après la défection surprise de Rachida Dati. Nathalie Kosciusko-Morizet, pour l'instant favorite, devra donc affronter 4 concurrents. Les conseillers de Paris, Pierre-Yves Bournazel et Jean-François Le Garret, le secrétaire national de l'UMP, Chêne Vathieu, et le conseiller régional Franck Marguin. Des adversaires certes moins connus, mais selon notre sondage publié aujourd'hui, 3 Parisiens sur 4 voteront en fonction des projets des candidats et 1 sur 4 seulement en fonction de leur personnalité. Autre enseignement, plus de la moitié des Parisiens interrogés, 54%, ne voteront pas en fonction de la situation nationale. Moins d'un tiers, 29%, comptent exprimer leur opposition à la politique de François Hollande. Enfin, parmi les priorités du prochain maire de Paris, l'offre de logement pour 41% des sondés, l'emploi pour 36% ou encore la sécurité pour 34% d'entre eux. Voilà, ce débat à suivre demain sur France 3, Île-de-France à 23h et puis sur Public Sénat, donc samedi à 14h pour une première rediffusion. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Génération République. Merci à tous, bonsoir. Si on n'est pas là à surveiller un peu les choses, ils laissent les choses en état, et les choses en état ici, c'est pas rien, c'est des pollutions qui sont amenées à rester des années et des années.
Lancé en 1958, le centre de traitement des déchets nucléaires de La Hague est devenu le plus important de la planète. Les objectifs de recyclage de départ sont-ils respectés? Qu'advient-il de l'uranium et du plutonium? Est-ce qu'on leur dit la vérité? Est-ce que voilà, les gens sont inquiets, ça c'est certain. Réponse dans le nouvel épisode d'Attention Grands Travaux, ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.